Des millions d'euros de factures cachées, un encours de la dette en augmentation, la région Guadeloupe est en faillite. Selon l'actuelle majorité, l'équipe d'Harry Chalus fait état d'une gestion calamiteuse laissée par Victorin Lurel. Guy Losbar, vice-président de la région, est l'invité de cette édition. Et face au péril jeune, Manuel Valls propose un plan de 500 millions d'euros par an. Il a annoncé 11 mesures pour tenter d'améliorer l'accès au marché du travail, mais aussi des aides au logement et à la santé. Nous reviendrons sur ces déclarations. Et enfin, les discussions sur la révision du tarif de l'octroi de mer ont commencé. Les différents acteurs économiques se sont retrouvés au centre régional du Rézé. L'objectif, trouver un consensus. Les explications de Bénédicte Jourdier dans ce journal. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Avant de développer tous ces titres, nous avons appris qu'un policier guadeloupéen âgé de 25 ans a été retrouvé pendu ce matin à Drancy, en région parisienne. C'est son colocataire qui aurait trouvé son corps sans vie dans son box qui lui servait de garage. Récemment titularisé, il travaillait au centre de dépôt du Palais de Justice à Paris. L'association des policiers GPX Outre-mer a alerté les élus antillais sur la question du suicide chez les policiers. À la veille du vote du budget primitif 2016, le premier véritable acte de gouvernance d'Harry Chalus, les données budgétaires disponibles laissent apparaître une situation décrite comme catastrophique par la nouvelle majorité régionale. De nombreuses factures seraient restées dans les tiroirs. L'emprunt prévu pour financer les contrats de développement durable aurait servi à toute autre chose. Ce sont les dépenses liées au fonctionnement du cabinet et au service de communication qui interpellent. Les précisions avec Bénédicte Jourdier. Les chiffres sont accablants. Ce sont les conclusions de ce rapport publié samedi dernier. Un rapport alarmant établi par la Direction des affaires financières et la commission de synthèse de la collectivité. Le montant total des emprunts s'élèverait à 311 millions d'euros pour 703 millions d'euros d'engagement pris au 31 décembre 2015. Harry Chalus dénonce des prises de décision trop rapides et insuffisamment étudiées par l'équipe sortante, notamment dans le cas de la Coupe Davis, dans le dossier des taux d'octroi de mer et des contrats de développement territoriaux. Le président de région actuel déplore près de 50 millions d'euros de factures dissimulées dans les tiroirs, plus de 30 millions d'euros d'aides à l'habitat non financées et 29 millions d'aides régionales aux étudiants dans les cartons, et des engagements contractuels pris avec les communes sans prévoir le financement. Le rapport de la Chambre régionale des comptes avait déjà donné l'alerte. La collectivité régionale était déjà en difficulté en 2014. L'an dernier, un emprunt de 115 millions d'euros avait été contracté afin de financer les C2DT, autrement dit les contrats de développement durable territoriaux. Mais cet emprunt est aujourd'hui pratiquement consommé. La région sera victime de cet endettement encore de nombreuses années. La capacité de désendettement est passée de 3 à 5 ans entre 2013 et 2015. Certains grands travaux initiés lors de la mandature de Victorin Lurel pourraient être mis en stand-by. Et le premier vice-président de la région Guadeloupe nous a rejoint sur ce plateau. Guy Losbar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également président de la commission finances. Comment qualifieriez-vous la situation financière de la Guadeloupe ? Enfin, la situation financière de la région Guadeloupe est préoccupante puisque vous avez eu les différents éléments. Il faut dire que cela est lié au fait qu'on a eu en 2015 une année électorale en quelque sorte, puisqu'on a vu le budget de 2015 était de 600 millions, alors que traditionnellement, donc, nous avions un budget de l'ordre de 298 à 300 millions, donc dans une seule année, 300 millions. On a annoncé un certain nombre d'engagements, mais pour lesquels il n'y avait aucun financement. L'exemple des CD2T, qui l'an dernier, à corps et à cri, alors qu'en fait, quand il devait y avoir un emprunt de 115 millions, mais qui a été totalement consommé, et d'ailleurs qui aggrave la situation d'endettement de la région Guadeloupe, puisqu'on passe de 3 années à 5 années. Donc, tous ces éléments sont préoccupants pour l'avenir. Il nous appartient, dans le cadre de ce budget que nous allons voter demain, ce que nous avons voulu, c'est faire en sorte que les entreprises ne soient pas pénalisées. Non pas forcément donc, des mesures nouvelles, mais faire en sorte que les différentes factures qui
que nous avons déjà reçus aujourd'hui et qui ne sont pas réglés, qu'on puisse au moins, dans le cadre de ce budget, pouvoir les régler, soit à concurrence de 25 millions. Vous faites référence aux 50 millions de factures cachées, ces factures qui ont été émises par les entreprises qui attendent le paiement de leurs prestations? Nous avons constaté qu'il y a pour 27 millions donc, de factures concernant l'année 2015 et 29 millions donc, de subventions accordées concernant l'année 2015. Ces chefs d'entreprise voilà, qui seront intégrés donc, dans le budget de 2016. Mais vous comprenez parfaitement, cela diminue donc, les marges de manœuvre. Un élément important aussi, c'est qu'il y a 700 millions d'encours en termes d'autorisation de programme et autorisation d'engagement, puisque la pratique consistait à mettre en place des autorisations de programme sans pour autant qu'il puisse y avoir les financements nécessaires. Je donnais 3 exemples. Les CDEDT, je viens de l'expliquer. Le pont de Laboucan, 80 millions, alors qu'il n'y a aucun financement. Bainbridge, 170 millions, alors qu'il y a seulement 40 millions de financement. Donc vous comprenez parfaitement, tous ces éléments pénalisent aujourd'hui la situation financière de la région. La région n'est-elle pas en mesure de faire face aux emprunts? N'a-t-elle pas une capacité justement à s'endetter? Mais justement, c'est ce qui va diminuer nos marges de manœuvre, puisque forcément, nous serons amenés à mettre en place le programme pour lequel la population nous a élus. Et compte tenu de cette faiblesse au niveau financier, sans aucun doute, dans les mois ou semaines à venir, d'avoir recours au niveau donc, de l'emprunt. Mais nous avons privilégié au moins que les entreprises guadeloupéennes puissent être payées, parce que tout le monde le sait, beaucoup d'entreprises, les étudiants pour lesquels les bourses ne sont pas réglées, ce que nous avons privilégié, c'est avant tout permettre cela. Quels sont les projets qui seront sacrifiés ou peut-être retardés? Donc actuellement, il y a un PPI en cours. Ce que nous allons faire, c'est un arbitrage et juger de l'opportunité de tel ou tel projet dans les différents domaines, mais surtout faire un choix concernant donc, les projets qui sont dans la stratégie de développement que nous voulons pour la Guadeloupe, puisque nous l'avons dit, avant tout, on doit pouvoir privilégier le développement économique de manière à activer tous les leviers pour la création d'emplois. Mais quels seront ces projets précisément? Vous avez un ordre d'idée? Non, à l'issue donc, du vote donc, du budget, dans le cadre donc, du budget supplémentaire qui sera voté au mois de juin, pendant tout ce mois de mai et voire le mois de juin, nous allons procéder aux différents arbitrages par rapport à ces différents engagements de manière à choisir les projets qui peuvent être financés, mais comme pour ne pas me répéter, qui correspondent, qui constituent donc des leviers économiques pour permettre la création d'emplois en accompagnement aux différentes entreprises. Vous n'avez pas encore d'idée précise de ces projets, donc? Oui, on va pouvoir les mettre en place. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir faire l'arbitrage. Il y a un certain nombre de projets pour lesquels nous ne pourrons pas y revenir, puisqu'il y a donc des marchés, il y a donc des engagements. Il y a d'autres projets qui peuvent être revus, donc nous allons pouvoir les corriger, soit diminuer donc, le montant. Il y a certains projets que nous allons complètement éliminer. Lesquels? Nous aurons l'occasion de présenter cela au cours donc, du mois de juin. Il y a 2 manières de combler un déficit budgétaire, l'appel à l'emprunt ou l'augmentation des impôts. Quelle sera l'option de votre majorité? On sait qu'aujourd'hui, les collectivités régionales ont très peu de marge ou n'ont pas de marge en termes d'augmentation d'impôts. Et comme nous privilégions l'activité économique, nous ne voulons pas pénaliser les entreprises, pénaliser donc l'économie. C'est pour cela que nous n'allons pas agir sur ces différents leviers. Sans aucun doute, pour la mise en place de notre programme, nous allons pouvoir mettre en place donc, des stratégies pour obtenir donc, des financements, emprunts et autres, pour pouvoir financer donc, nos différents projets. C'est dans ce sens aussi que pour ne pas pénaliser l'économie, nous avons dû revoir la délibération concernant l'octroi de mer, puisque cela pénalisait donc des produits de première nécessité, ce qui aurait pu avoir un impact sur le pouvoir d'achat donc des ménages guadeloupéens et en conséquence sur le niveau économique. Guy Losbar, allez-vous augmenter les impôts? Non. C'est sûr. Les recettes de la région sont assises sur l'assiette de l'octroi de mer, vous l'avez dit. Sur la taxe des carburants, la région va-t-elle augmenter sa part? Non, puisque la priorité des priorités aujourd'hui pour la région, c'est de faire en sorte que l'activité économique puisse redémarrer. Donc vous savez, à partir du moment où vous augmentez donc, les impôts, vous augmentez les taxes et autres, vous diminuez donc, le pouvoir d'achat au niveau donc, des ménages. Et ce qui a conséquence sur l'emploi, sur les entreprises. Or, nous, on doit pouvoir créer les conditions favorables pour ce développement. Vous avez tout misé sur l'emprunt? Donc, pas tout miser sur l'emprunt, mais sur la stratégie. Et puis, il va falloir réduire le rythme de vie au niveau de la région, puisque quand en une année, vous augmentez un budget de 300 millions, vous comprenez très bien qu'il y a des dépenses qui ne sont pas nécessaires.
On a le sentiment quand même qu'Arichalus en profite pour régler ses comptes avec Victorin Lurel. Je le cite, l'ex-président de région se présente volontiers comme un expert. Pourtant, les règles de prudence les plus élémentaires de la gestion publique n'ont pas été respectées. Qu'en pensez-vous? On a l'impression qu'il y a un esprit de revanche quelque part. Non, il s'agit donc d'un discours donc, de vérité. Moi-même, quand j'entendais chaque intervention, 10 millions, 100 000 euros, 700 000 euros, etc., je me demandais si ce n'était pas donc, des millions de monopoly. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était le cas. Merci Guy Losbard d'avoir répondu à nos questions. La concertation pour la révision du tarif d'octroi de mer a commencé ce matin. Les différents acteurs économiques se sont retrouvés au centre régional du Rézé. Leur impératif, trouver un consensus. Bénédicte Jourdier. Une concertation afin de fixer le nouveau tarif de l'octroi de mer, tout en tenant compte du nouveau cadre réglementaire européen et national. La région espère donc maîtriser les prix et le pouvoir d'achat, promouvoir la production locale et accroître l'emploi. Il s'agit de protéger la production locale et de la développer. Aujourd'hui, il s'agit de taxer moins les produits locaux, pour qu'ils soient moins chers et que les consommateurs les utilisent, et taxer plus les produits importés pour qu'ils soient plus chers et que les consommateurs soient plus tentés de s'orienter vers la production locale concernant des produits équivalents, par exemple des yaourts, des feuilles de tôle, des outils de fer. Voilà un peu la logique générale. Toute la semaine, les différents acteurs économiques de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industriel et des autres secteurs se rencontreront à tour de rôle lors d'ateliers. Un enjeu important à la veille du vote du budget de la région. En effet, bien évidemment, tout ceci se fera sous une contrainte. C'est que dans le budget que nous allons voter demain, et sans présager du vote de l'Assemblée, le budget concernant l'octroi de mer est au même niveau que celui de l'année dernière. Donc il faudra faire des ajustements, des mesures intelligentes, des mesures pragmatiques, des mesures salutaires, mais tout en sauvegardant les finances publiques, bien évidemment. Il se trouve que la loi d'octroi de mer, mais ça c'est au niveau national, a augmenté les entreprises éligibles à l'octroi de mer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fallait faire un chiffre d'affaires de plus de 550 000 euros, et maintenant, les entreprises de plus de 300 000 euros doivent émettre de l'octroi de mer. Ça veut dire que, naturellement, en principe, les recettes seront plus importantes, mais il faudra regarder de ça de très près. Demain, ce sont les acteurs de l'industrie qui se rencontreront. Pour le moment, rien n'est encore finalisé. Il faudra attendre vendredi. La banane des Antilles est depuis le 1er avril la star du musée portuaire de Dunkerque. Une exposition lui est consacrée. Il faut dire que la filière est importante pour le premier port français d'importation de la banane, qui fait vivre près de 850 personnes. Un véritable enjeu économique pour la ville, mais également pour nos régions. Reportage Alfred Joxin. Loin des champs des régions productrices de bananes, le musée portuaire de Dunkerque propose de revisiter l'histoire du plus sympathique des fruits exotiques. Chez nous, la banane, c'est un fruit extrêmement familier. En général, quand on est jeune enfant, c'est un des premiers fruits que l'on commence à manger dès qu'on sort des biberons. Mais on ne connaît absolument pas finalement le soin que vous apportez à cultiver ces bananes. À travers les époques, l'exposition montre comment ce fruit tropical fragile a pu être exporté vers les pays du nord de l'Europe, en questionnant les progrès du transport maritime et des conditions de manutention. Imaginez qu'en 18 ans, pas une seule fois, pas une seule heure, il n'y a eu la moindre difficulté avec le syndicat des dockers sur le déchargement de la banane, sur la manipulation de la banane. Et aujourd'hui, tout le syndicat des dockers est autour de nous. Ils ont même participé à l'organisation de l'exposition. Plus qu'une exposition, c'est aussi un rappel économique. La place de la banane sur le marché mondial. Vous avez entendu que ce soit du côté du préfet, du maire de Dunkerque, du président de la région Hauts-de-France, M. Xavier Bertrand, ils sont prêts à nous accompagner car permettre à la banane d'évoluer au niveau des Antilles et plus particulièrement en Guadeloupe, c'est permettre aussi de créer des emplois à Dunkerque au niveau du port. L'exposition extraordinaire banane au musée portuaire de Dunkerque est visible jusqu'en février 2017. Jamais autant n'a été fait pour la jeunesse. Voici ce qu'a déclaré Manuel Valls ce matin, après avoir présenté le nouveau plan du gouvernement pour tenter de calmer la colère des étudiants, farouchement opposés à la réforme du travail. Le Premier ministre a annoncé 11 mesures pour améliorer l'accès au marché du travail, mais aussi des aides au logement et à la santé. On écoute sa déclaration. Nous avons construit un plan d'ensemble cohérent et ambitieux. Et un plan, je veux insister là-dessus, qui s'adresse
à la jeunesse dans son ensemble. Pas à telle ou telle catégorie, pas uniquement aux étudiants ou aux lycéens ou aux jeunes salariés ou aux demandeurs d'emploi. Non, à toute la jeunesse. La jeunesse est une énergie en soi dans ce pays et nous voulons construire avec elle. C'est une bonne nouvelle. Et donc ce plan s'adresse à la jeunesse dans son ensemble, à ceux qui entrent sur le marché du travail, aux apprentis, aux bacheliers professionnels, aux étudiants, bien sûr, aux boursiers, aux lycéens. La mobilisation d'une partie de la jeunesse dit quelque chose de fort sur la crainte de la précarité, de la façon dont les jeunes peuvent entrer sur le marché du travail, mais tout simplement une crainte parfois dans l'avenir. Et un pays qui a la chance d'avoir une forte démographie, une jeunesse qui veut être accompagnée, qui a soif d'innovation et de création, un pays comme le nôtre, la France, se doit d'écouter la jeunesse. Et cette interpellation, elle s'adresse bien sûr à l'État, mais également aux partenaires sociaux qui sont responsables de nombreux dispositifs d'appui ou d'accompagnement. Elle s'adresse d'une certaine manière à toute la société. Avec le plan présenté aujourd'hui, le gouvernement continue de mobiliser des moyens exceptionnels et en même temps à inscrire son action dans la durée. Pas pour éteindre une contestation, le sujet n'est pas là, mais pour répondre à des inquiétudes profondes qui nécessitent une réponse dans la durée et qui se sont exprimées au cours de ces dernières semaines. Il ne s'agit pas de modifier ou de faire évoluer la loi travail. Celle-ci est désormais dans sa phase parlementaire et le travail conduit par le Parlement est déjà, la ministre Myriam El Khomri le soulignait ce matin, de très grande qualité. Il s'agit surtout d'être à la hauteur des attentes de la jeunesse. Et il s'agit d'apporter des réponses ayant un impact concret pour les jeunes. Il s'agit, encore une fois, d'amplifier ce qui est l'ADN du quinquennat de François Hollande. Emploi d'avenir, ouverture de la prime d'activité aux moins de 25 ans. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes ont déjà répondu à la prime d'activité. 20% sont des jeunes et cela va monter en puissance. C'est un vrai changement et je me permets d'insister sur ce point-là. Priorité, bien sûr, à l'éducation nationale, pas seulement à travers la création de 60 000 postes d'enseignants, mais par la refondation même de l'école, par les réformes que nous menons, nous construisons l'avenir pour les générations qui viennent. Les mesures présentées aujourd'hui amplifient une dynamique et la rendent plus forte. Pour aller vite, vous avez l'ensemble des éléments. Les annonces formulées aujourd'hui sont de 3 ordres. Un dispositif nouveau et inédit d'accompagnement des jeunes dans l'emploi, un renforcement des bourses à l'université et au lycée, une mobilisation spécifique de l'État pour la rémunération des apprentis, un plan pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des bacheliers professionnels et technologiques, des orientations aux partenaires sociaux pour que, dans les responsabilités qui sont les leurs, ils prennent mieux en compte les enjeux de l'entrée des jeunes sur le marché du travail en mobilisant tous les dispositifs pour que le début de la vie active ne soit pas synonyme de précarité. Le plan proposé aujourd'hui est une réponse de fond, je le redis. Et au fond, nous le voyons bien quand nous avons reçu ces organisations, 3 organisations lycéennes, 3 organisations lycéennes, étudiantes. Je veux insister aussi sur la présence de la Fédération des jeunes ruraux, ainsi que sur la présence de la jeunesse ouvrière chrétienne. Ce sont des jeunesses, c'est la jeunesse de notre pays qui, d'une certaine manière, était représentée. Nous devons être attentifs d'ailleurs aussi aux réalités que peuvent vivre les jeunes selon les territoires. Nous voulons montrer que notre pays a tout à gagner à faire le choix de sa jeunesse. Il peut beaucoup attendre d'elle s'il sait, au moment décisif, faire précisément ce choix. Ce gouvernement fait beaucoup pour la jeunesse. Sans doute jamais n'a été autant fait pour la jeunesse depuis 2012. Et au fond, c'est un espoir que nous voulons
créer quand chacun se mobilise, s'écoute, construit des solutions communes. Nous allons encore poursuivre ce travail au cours de cette semaine avec l'adoption par le Conseil des ministres du texte de loi Égalité et Citoyenneté, qui notamment va engager des dispositifs très importants de lutte contre les discriminations. Les jeunes sont tout particulièrement concernés, à travers le comité interministériel qui aura lieu dans l'après-midi à Vaux-en-Velin et qui concerne évidemment nos territoires urbains, mais aussi, je pense, au comité interministériel qui, lui, se tiendra sur les ruralités dans quelques semaines et qui aussi devra s'adresser à la jeunesse de ces territoires ruraux. Et qu'en pensent les principaux intéressés? Nathalie Dinane et Karen Diamin sont allés recueillir l'avis des jeunes Guadeloupéens. Regardez. Aucune idée. Ouais. Je n'ai pas suivi les actualités ce matin. Parce que là, après les manifestations, il a décidé d'augmenter les taxations pour qu'on emploie plus de jeunes, contre la précarité des étudiants. C'est de la poudre aux yeux, ça, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est des annonces de politique, tu vois. Moi, je ne crois pas trop à ça. Il faut rester mobilisé? Si la mobilisation est quelque chose de juste, je pense, donc il faut rester mobilisé. Je n'ai pas entendu parler de ça. Ouais. C'est bizarre. Et la ouais, c'était ce matin. Disant on va prendre des mesures pour un petit peu régler cette précarité des étudiants. On n'en a pas entendu parler. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Bon. En fait, je ne me sens pas tellement concernée encore. Hein. Ouais. Parce que je vois qu'ils sont beaucoup très actifs à essayer de lutter contre ça, mais eux-mêmes, ils sont en train de manifester, de travailler. S'ils ne travaillent pas, s'ils ne travaillent pas leur cours, ils vont passer l'examen. S'ils n'ont pas les examens, ils n'ont pas de diplôme. S'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de travail. Donc ça ne sert à rien, déjà, de lutter. Après, si Manuel va essayer encore de trouver un arrangement, je sais que ça va être difficile, mais voilà. L'important, c'est qu'ils tiennent ce qu'ils font, en fait. Parce qu'ils parlent beaucoup, mais est-ce qu'ils font vraiment les choses, c'est tout. Est-ce que vous avez confiance ou vous restez mobilisé? Moi, je reste mobilisé. J'ai pas confiance en l'État. Sincèrement. C'est pas d'avoir confiance, mais bon, s'ils font pas ce qu'ils disent. Donc voilà. Oui, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Parce que ça va nous aider en tant qu'étudiants et voilà. Je pense que c'est une bonne mesure. Oui, c'est très avantageux pour nous. Personnellement, je pense que ça peut beaucoup nous aider, surtout pour les jeunes qui ne trouvent pas de travail et tout. Donc ça peut vraiment être avantageux. Je pense que s'il fait ça, c'est pour que ça s'arrête en fait, l'histoire de violence, tout ça. Il y a tellement de trucs. Je pense que c'est la meilleure solution, quoi. Et la Guadeloupe se distingue une nouvelle fois pour ses réussites éducatives. Cette fois, c'est le collège Félix-Aladin Flemin de Déhay qui décroche une palme. Il est classé parmi les 3 premiers collèges de France, avec Rennes et Paris, par le journal L'Étudiant et l'organisme France Examen. Avec un taux de réussite de 85,10% en brevet des collèges, il dépasse la moyenne nationale. Nathalie Dinane, Karen Diamin. Sur les hauteurs de Déhay est niché le collège Félix-Aladin Flemin. 300 élèves de la 6e à la 3e étudient dans le calme, dans une ambiance créée pour l'égalité des chances et pour la réussite de tous. Selon les critères du journal L'Étudiant et de l'organisme France Examen, l'établissement scolaire fait figure d'exemple. Il culmine en tête des collèges publics de France et le premier en Guadeloupe. Un succès dû à plusieurs facteurs. Il y a d'abord les élèves qui font leur travail. Il y a une équipe pédagogique et de vie scolaire qui est stable. Et il y a un projet d'établissement qui a pour objectif de valoriser l'égalité des chances et de permettre à tous les élèves la réussite. Le suivi des élèves et le lien étroit entretenu avec les parents y sont également pour beaucoup. À Déhay, le bien vivre ensemble est au centre du projet d'établissement. L'axe principal étant valoriser la réussite de tous les élèves. Le deuxième étant de rendre plus performante l'expertise pédagogique. Et le troisième, de développer l'action culturelle, l'action sportive et le bien vivre dans l'établissement. Tout est mis en place pour valoriser l'élève et ce, dès son arrivée en 6e. L'équipe pédagogique repère ses atouts et le pousse à se dépasser, toujours en étroite collaboration avec les parents. Ici, nous distribuons des relevés de notes, que nous mettons aussi à disposition sur Internet d'ailleurs, à chaque mi-trimestre, de manière à faire le point sur chaque enfant avec les parents. Et nous faisons des rencontres parents-professeurs à la fin du trimestre
pour distribuer les bulletins et voir avec les parents tout ce qui pourrait ne pas aller, tout ce qu'il faut corriger ou tout ce qui va bien. Et du côté sportif, tout va bien. Le collège est champion de France UNSS en athlétisme, en spécialité lancée. Charles Jonathan. Spertilou. Clairville Lilian. Sienne Luna. Dernier Belair Delphine. Rapide Saïd. Une Kimberley. Valentin. Ces jeunes athlètes ont tout donné pour être sur la première marche du podium, motivés par Grégory Bismuth, leur professeur d'EPS. Et pourtant, il leur faut du courage à ces jeunes de même qu'à leurs camarades pour pratiquer le sport. Les structures sont à quelques centaines de mètres du collège, mais finalement, au bout de l'effort, la réussite. On s'est préparé on avait une bonne entente entre nous. On s'est beaucoup entraîné et puis on était tous là les uns pour les autres pour s'entraider, ne pas stresser, on était solidaires. Alors à Déhay, il fait bon vivre et étudier. Restez avec nous dans un instant, nous découvrirons les secrets insoupçonnés des cellules souches. Un séminaire était organisé ce week-end au Gosier et puis nous irons en Guyane, au Jardin des Saveurs à Saint-Laurent du Maroni. Le prêtre de la paroisse de Soula 1 en Guyane, soupçonné d'agression sexuelle sur un mineur, a été libéré suite à sa garde à vue hier. Il a toutefois été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé le 17 mai prochain au tribunal de grande instance de Guyane. Les habitants de Soula sont eux sous le choc. On regarde le reportage de Mia Pierre d'ATV Guyane. C'est ici dans la partie résidentielle du quartier Soula 2 de Macoria que se trouve la paroisse de l'église Chapelle Sainte-Trinité où officiait le curé Henri-Claude Jean-Pierre avant d'être mis en cause dans une affaire de pédophilie. Le prêtre âgé de 65 ans est soupçonné d'attouchement sexuel sur un mineur de 13 ans. La nouvelle en a surpris plus d'un. Ça m'a choqué en fait quand j'ai vu ça sur le net, j'ai dit c'est pas possible. Et puis moi je disais pour mes enfants par contre, je leur laisse jamais aller seul à l'église. Je préfère accompagner mes enfants. Je pense que c'est pas normal quand même. Elle vient d'un plaide comme ça et puis pour moi c'est dangereux quoi. C'est dangereux parce que lui, il s'approche de tous les enfants. C'est un mec qui va à l'église. Tous les enfants vont à l'église. Pour moi, c'est déjà en prison. C'est choquant, ça, c'est pas bon. Franchement, ça, c'est un délire, ça. C'est surtout sur un enfant. Les fidèles n'y croient pas vraiment. Ils hésitent entre exaspération et colère. Pourtant, les faits ont été signalés par l'évêque. J'ai peur un peu de confiance, mais je ne vais pas décourager. Je les envoie quand même. Parce qu'on est un peu croyant, il ne faut pas croire aussi. La personne a fait ses bêtises, il assume et puis voilà, on passe. Non, je ne perds pas la confiance en l'église. Ça peut arriver n'importe où maintenant. Dans un truc de métropole, on entend partout, mais ça peut arriver ici, partout. Les affaires de pédophilie gangrènent l'église catholique depuis des décennies. La Guyane se pensait à l'abri. Déféré devant le parquet de Cayenne hier matin, le prêtre n'a pas reconnu totalement les faits. Il ressort libre de sa garde à vue. Il est placé sous contrôle judiciaire et est convoqué devant le tribunal correctionnel de Cayenne le 17 mai prochain. Poursuivi pour agression sexuelle commise sur mineurs de moins de 15 ans. En bref, vous étiez observés depuis le ciel. Aujourd'hui, cet après-midi, une vaste opération de sécurité routière a été menée de 14h à 17h sur la route nationale dans le secteur de Montebello. Une vingtaine de gendarmes a été déployée dans le secteur avec le soutien de l'hélicoptère de la sécurité routière de Pointe-à-Pitre et des gendarmes mobiles pour vous flasher sur terre. L'objectif était de contrôler les vitesses excessives et de rechercher les comportements dangereux. 30 excès de vitesse et 14 infractions ont été relevées, dont 27 dépassements de vitesse entre 20 et 40 km/h et 4 chevauchements de ligne continus et 2 conduites sous stupéfiants. En Martinique, plus de 2 millions d'euros manqueraient aux caisses de l'AMEP, le lycée polyvalent privé de Fort-de-France, selon le conseil d'administration. Un déficit relevé lors d'une assemblée générale extraordinaire samedi dernier. Pour les syndicats, c'est une mauvaise gestion des comptes de l'association qui serait responsable de la situation. Les élèves, eux, ne cachent pas leur inquiétude. On regarde le reportage de Loïc Régis d'ATV Martinique. Un déficit de plus de 2 millions d'euros. C'est le bilan catastrophique annoncé par le conseil d'administration lors d'une assemblée générale exceptionnelle. Cette réunion a permis de mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements, notamment en termes de management et de gestion. En 3 ans, la santé financière de l'école se serait considérablement dégradée. Le directeur de l'AMEP, Jean-Louis Fonsa, se serait même vu confisquer carte bleue et chéquier de l'établissement, une situation inquiétante.
Les interrogations sont nombreuses du côté des élèves. On paie déjà 1850 € l'année est déjà assez chiant pour qu'il n'y ait pas d'argent dans les caisses. Vous avez de l'argent, au lieu de mettre de votre argent de je ne sais pas où, mettez de l'argent de le lycée s'il vous plaît. On paye justement assez cher et on a quasiment rien. Quoi. Les ordinateurs, la plupart ne fonctionnent pas, le lycée est crade, c'est sale. Certains pensent aux conséquences sur leurs résultats. Parce que s'il n'y a pas d'argent dans les caisses, donc ils ne peuvent pas nous fournir le matériel adapté pour justement réussir notre année scolaire correctement. Il y a 3 ans, un commissaire aux comptes lançait déjà l'alerte. Le redressement judiciaire guette l'établissement. Une réunion du conseil d'administration est prévue en fin de semaine pour rapidement trouver des solutions. La MEP a récemment été classée parmi les 100 meilleurs lycées de France. Pour l'instant, la direction de l'établissement ne souhaite pas communiquer. Et la CAN fait sa quinzaine à Beauport, à Port-Louis, du 11 au 22 avril. Christophe Quentin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable technique de Beauport, pays de la CAN. Déjà 5 ans que cette manifestation existe. Les festivités ont commencé dès aujourd'hui. Qu'avez-vous prévu dans les jours à venir? Oui, effectivement, c'est un festival qui est pour l'événement de l'ouverture de la récolte de la canne. Nous avons prévu plusieurs événements. Nous avons un événement le vendredi 15, qui est le bocantage avec des agriculteurs. C'est une conférence débat avec la participation de M. Jean-Marie Hubert du conseil régional, président de la commission pêche et agriculture, ainsi que de Mme Constant de la Chambre d'agriculture, qui est à 15 h. Nous avons aussi donc dimanche 17 la balade Terra Festival, qui est une projection de 4 films avec bien sûr un débat, et ensuite à midi sur réservation un dîner champêtre avec les anciens et amis de Beauport. Alors, l'ancienne usine accueille de nombreux visiteurs, près de 25 000 chaque année, par an. Cette année, à l'occasion justement de ce festival, les Guadeloupéens et les touristes auront le privilège d'assister à la rénovation du train tant attendu. Oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai eu la joie de pouvoir relancer le petit train qui a été arrêté parce que nous avons dû rénover la voie. Les agents ont fait 1200 traverses, des postes de 1200 traverses sur la voie. Nous avons réparé le petit train de Beauport. Donc voilà, nous aurons une inauguration justement le vendredi 22 à 11 h. 22 aussi où nous ferons un ciné Causé Cannes à 19 h. Donc nous avons encore d'autres événements et puis j'invite tout le monde à y participer. On sait que le train est l'animation phare du site. Avez-vous prévu d'autres aménagements pour attirer du monde? Oui, effectivement, on est en train de proposer d'autres animations. En ce moment, nous avons les balades en charrette l'après-midi, avec donc des balades qui permettent aussi de se promener dans les champs de canne avec des chants et des explications sur les anciens travaux qui se faisaient lors des chants et qui est très apprécié. Cet événement a-t-il réussi, selon vous, à s'inscrire dans l'agenda culturel des Guadeloupéens? Écoutez, ça fait déjà 5 ans qu'on est là et j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir continuer et on fera tout pour continuer et valoriser Beauport, qui est un magnifique site, qui est devenu donc un musée, et nous ferons tout pour que ça réussisse, il n'y a pas de problème. Les Guadeloupéens sont-ils friands de ce type d'activité? Oui, et puis aussi les visiteurs. Il ne faut pas oublier que la Guadeloupe est un département qui est très prisé par les touristes de plus en plus, et donc c'est pour ça que Beauport se lance et continue à se lancer dans cette course. Quelles sont les activités qui seront prévues autour de la canne pour valoriser justement ce patrimoine? Alors donc ce festival de la quinzaine est justement là pour ça, pour la mise en valeur de la canne. Donc nous avons aussi ce que j'avais dit, les films de Terra Festival. Avec la projection du film Selma, je crois. Oui, il y a la projection du film le 22 à 19 h. Et voilà. Nous avons une balade savoureuse, nous avons une balade savoureuse le 20, voilà, avec un petit marché de Nord-Grande-Terre. Qu'allez-vous faire justement pour mettre en valeur la canne au cours de cette manifestation? Eh bien, il y a des dégustations, tout est tourné sur la dégustation et sur la connaissance de la canne et des découvertes, des démonstrations. Donc voilà, on tourne vraiment autour de la canne. Donc le rendez-vous est donné, c'est au pays de la canne, du 11 jusqu'au 22 avril. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. Dimanche se tenait dans un hôtel du Gosier une conférence sur les pouvoirs insoupçonnés des cellules souches.
Pour en parler, un éminent neurophysiologiste, Christian Drapeau, était invité comme orateur. L'homme a déjà écrit de nombreux ouvrages sur la question. Il animera cette semaine d'autres séminaires en Guyane et en Martinique pour partager les fruits de ses recherches. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. Tous sont venus mieux comprendre les vertus insoupçonnées des cellules souches sur l'organisme. Quand on entend parler de cellules souches, on a toujours à l'esprit, suite à ce qu'on retrouve dans les nouvelles, à la télé, sur Internet, des méthodes hautement technologiques d'extraction de cellules souches, d'injection de cellules souches, alors qu'à la fin, on les extrait du sang, on les extrait de la moelle osseuse, on les extrait des tissus adipeux, ce qui veut dire donc qu'elles sont déjà dans notre corps. Un surprenant pouvoir qui ouvre la voie à une nouvelle approche de la santé. Traditionnellement, les cellules souches sont les cellules précurseurs des cellules du sang, mais depuis une dizaine d'années, on a découvert en fait qu'elles font beaucoup plus que ça. Si on a une blessure ou un tissu est endommagé, ce tissu envoie un signal à la moelle osseuse pour déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse, ensuite attire ces cellules souches vers le tissu endommagé, les cellules souches migrent dans le tissu endommagé et contribuent littéralement à la réparation du tissu endommagé. C'est notre système de réparation. Une réparation naturelle que l'on retrouve aussi dans les plantes. Les recherches du neurophysiologiste lui ont permis d'identifier une partie de l'algafa qui a pour effet d'augmenter naturellement le nombre de cellules souches adultes mises en circulation dans le sang. Notre emphase, ce que nous on fait, c'est de comprendre que s'il y a plus de cellules souches en circulation, il y a donc plus de cellules souches disponibles à migrer au niveau des tissus. Donc si on peut faire comme ça une libération quotidienne des cellules souches de la moelle osseuse, on arrive à pouvoir changer le cours de différents problèmes. Donc nos recherches à nous se portent aujourd'hui sur le diabète, sur les lésions spinales par exemple. Donc c'est l'emphase qu'on a actuellement, mais évidemment éventuellement on étend ça sur différents types de maladies de type dégénératif. Plus de 20 ans de recherche pour faire des cellules souches. Une petite révolution pour un marché thérapeutique cellulaire en expansion. La 3e édition de la Semaine du goût et des saveurs se poursuit en Guyane. L'événement draine chaque année des centaines de gourmands. Vendredi soir, un marché nocturne a éveillé les sens des passants au centre de Saint-Laurent du Maroni. Regardez. Partage, découverte et gourmandise. C'est ainsi que s'ouvre la Semaine du goût et des saveurs. Hier soir, la foule a répondu présente à ce rendez-vous au marché nocturne de Saint-Laurent du Maroni. Un événement à ne pas manquer pour les amateurs du goût et pour les artisans venus exposer leurs produits. Moi, je suis venue ce soir ici pour me faire connaître. Il y a une bonne ambiance et puis tout le monde se connaît, donc je suis très contente. Alors l'association, on est à 12 dans l'association. Chaque personne a sa propre entreprise, crée ses propres produits. Et on s'est rassemblés juste pour être un peu plus fort, et montrer ce qu'on sait faire à Saint-Laurent. On essaye de fabriquer des choses avec les produits qu'on trouve en Guyane en fait, à Saint-Laurent, les produits locaux. On essaye de les exploiter le plus possible. Depuis 3 ans, nous sommes partenaires avec la région sur cette manifestation. Nous sommes un peu à l'origine de cette idée pour pouvoir mettre en valeur tous les gens de la profession dans le cadre de la restauration. Dans la cuisine de pays, on retrouve toujours son histoire et son passé. Donc la semaine du goût et des saveurs, c'est très important pour nous de valoriser la cuisine de notre pays. Après, c'est un moment de convivialité, d'échange et de partage, tout d'abord avec les professionnels de notre métier, mais aussi avec les visiteurs qui aiment la cuisine, qui aiment notre métier, et puis aussi un moment privilégié avec les jeunes. C'était aussi l'occasion pour les élèves du lycée Berthen Geminaire, Lumina Sophie et la section SECPA du collège Paul Jean-Louis de démontrer leur talent de restaurateur le temps d'une soirée. Ce sont les élèves depuis cet après-midi. Au lycée, ils ont produit. Et puis cet après-midi, ce soir, ils dressent les assiettes. Et puis j'espère que les clients apprécieront leur savoir-faire au niveau de la restauration. Et je suis satisfait de leur travail. L'idée, c'est de leur faire comprendre que l'attitude, elle est primordiale dans le milieu professionnel. Et c'est en ayant la bonne attitude qu'on est capable de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. La semaine du goût et des saveurs continue jusqu'au 13 avril avec de nombreux rendez-vous immanquables
pour tous les gourmets. Et à vos stylos maintenant pour quelques informations pratiques. La distribution de l'eau a été perturbée toute la journée au Gosier à cause d'un incident sur le réseau. L'eau devrait normalement revenir dans vos robinets d'ici demain. Et puis si vous habitez le lotissement Caraïbes à Gourbert, cette information vous concerne. Les agents d'EDF procéderont à des travaux, ce qui pourrait entraîner des coupures d'électricité dans le secteur demain toute la matinée. Et la collecte mobile de sang se déplace. Elle sera demain au Gosier de 8h30 à 13h sur la place du marché avec l'amicale de police. Et puis pour ceux qui veulent donner leur sang, à Bemao, mercredi, au centre commercial de Destreland. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.